Donc, nous allons avoir les deux dernières petites présentations sur l'observation de la Terre et des applications, avec une intervention d'Olivier Tamarin de l'Université de Guyane sur la mise au point de capteurs en complément des données satellitaires. Donc, je vais te laisser la parole. Ça marche avec ça. Ah, ok, ça. Ok, ça va. D'accord. Merci. Ouais. Merci, merci de me recevoir. Donc, Olivier Tamarin. Donc, je vais vous présenter nos activités connexes, on va dire, au projet Progisat, parce que nous ne sommes pas dans l'espace, mais plus sur Terre. Donc, on travaille sur la mise au point de capteurs in situ dans le cadre de l'UMR Espace Dev qui se veulent complémentaires des travaux que font nos collègues sur l'exploitation d'images satellitaires. Et en particulier, nous travaillons sur la détection de biomolécules en milieu liquide avec des dispositifs que je vais vous présenter. Donc là, vous avez l'équipe, donc l'ensemble des membres de l'UMR Espace Dev qui sont présents en Guyane, qui travaillent sur le sujet. Alors, sommaire classique, hein, je vais vous présenter rapidement l'UMR. Je pense que ça a déjà été fait durant ce séminaire. La problématique des capteurs, pourquoi on travaille là-dessus et pourquoi les capteurs in situ. Le transducteur qu'on a choisi d'utiliser avec plusieurs mots-clés qui sont qu'il doit être communicant, facilement embarquable électroniquement, et également avec des mots-clés comme sourçabilité, frugalité, bas coût, qui sont des mots-clés qui nous permettent de mettre en œuvre, de réaliser ces technologies dans n'importe quel environnement avec des moyens, je dirais, académiques qu'on peut trouver dans des universités ou dans des Fab Labs du domaine technologique. Les premiers résultats qu'on a obtenus, donc c'est une activité qu'on a commencée récemment, et également comment on met ça en œuvre sur le terrain. Alors, l'UMR Espace Dev, donc, qui notamment coordonne le projet Progisat, est organisé en GDR, donc groupe de recherche ici, avec comme thématique principale de mettre au point des indicateurs géospatialisés à partir d'images satellitaires essentiellement. Alors, en Guyane, alors oui, alors tout d'abord, cette UMR est bien sûr répartie sur la carte que vous pouvez voir ici, avec le centre ici à Montpellier, et sur tous les océans Atlantique, mer des Caraïbes, Pacifique et océan Indien, avec bien sûr pas mal de thématiques qui concernent le climat. Ça va ? Oui, le climat, biodiversité, coviabilité, etc., etc. Donc tout ça, ça a déjà été évoqué, ce sera évoqué par la suite. En particulier en Guyane, donc nous avons 3 axes de recherche qui sont rattachés au GDR, au groupe de recherche Transénergie, donc plus sur l'autonomie énergétique, le GDR Strong, davantage sur les séries temporelles, et le GDR MADES, sur tout ce qui est plutôt modélisation. Donc en Guyane, nous sommes 25 membres, dont 12 maîtres de conférence et un professeur. Et donc, sur ces 3 GDR, nous travaillons sur la transition énergétique en zone intertropicale, la mise au point de capteurs que je vous présentais, et la modélisation de systèmes complexes. Alors, plus singulièrement, nous travaillons sur ce que j'appellerais électronique embarquée. Ça veut dire que ça va du capteur jusqu'à la transmission de données sans fil vers des sites distants, et si possible sans réseau classique type Wi-Fi ou GSM. Alors, pourquoi on travaille là-dessus, en particulier dans les eaux? Donc, nos collègues qui travaillent au sein de l'UMR, qui utilisent beaucoup les images et les détections, se retrouvent parfois embêtés par un manque de précision des capteurs, une difficile estimation dans la colonne d'eau et également en cas de couvert nuageux. Donc, pour pouvoir fiabiliser leurs données, donc ils vont sur site. Donc j'ai eu l'occasion de participer avec certains d'entre eux à des collectes d'échantillons dans des milieux lacs, retenues d'eau, rivières. Donc ils sont des méthodes qui sont très coûteuses logistiquement, également en termes financiers.
et qui présente pas mal de particularités sur le prélèvement, le conditionnement des échantillons et par la suite l'analyse même de ces échantillons. Quelques collègues également font réaliser par les populations locales certaines mesures avec des dispositifs plus ou moins évolués, ce qui nécessite de rendre intéressant ces mesures et bien sûr d'avoir un minimum de formation des différentes personnes à comment faire une bonne mesure. Donc, par rapport à toutes ces problématiques, nous nous sommes positionnés sur... Donc, nous nous sommes positionnés sur le développement de capteurs in situ avec comme ambition, contrairement à pas mal de laboratoires au sein de notre communauté capteurs, avec l'ambition de sortir le capteur du laboratoire. L'idée, c'est, dès la phase de conception en laboratoire, le transducteur et la mise en œuvre des systèmes sont dédiés à être assez vite, dans des échelles de temps assez réduites, utilisables, exploitables, validables sur le terrain. Donc là, je vais vous montrer 3 images. Donc ici, vous avez les méthodes classiques que nous développons, que nous réalisons, donc avec une recherche, une technologie un peu amont. Puis très vite, avec l'aide de différents collègues de l'UMR, qui ne sont du coup pas spécialistes de l'instrumentation de la mesure, mais davantage spécialistes dans les domaines climatiques, hydrologiques, etc. On teste avec eux nos dispositifs, avec effectivement l'ambition, comme vous pouvez le voir dans la dernière image, de rendre ces dispositifs complètement autonomes et utilisables in situ. Bien sûr, plus on va aller de la gauche vers la droite, l'idée, c'est d'avoir moins de personnel dédié, technique, spécialiste, pour mettre en œuvre ces dispositifs. Mais cela nécessite bien évidemment beaucoup de travail pour les rendre autonomes en termes d'énergie, en termes de recalibration, etc. etc. Voilà, donc du coup, le choix du transducteur. Alors, comme je l'ai indiqué, notre objectif, c'est d'avoir des dispositifs embarquables électroniquement avec des coûts relativement réduits. Donc, pour cela, on utilise des transducteurs à ondes acoustiques de surface qui sont très peu connus. La plupart des collègues qui utilisent des capteurs in situ utilisent des capteurs en transduction optique et nous avons fait le choix de travailler avec la transduction acoustique. Choix qui est surtout basé sur le fait que ce sont des dispositifs qui existent déjà et qui sont déjà utilisés dans le domaine de la télécommunication. Vous en avez d'ailleurs dans vos téléphones portables, puisqu'en fait, ils servent à réaliser des filtres électroniques dans le domaine de la communication. Donc, ça fait déjà pas mal d'années, une trentaine, quarantaine d'années qui sont utilisés en configuration capteur, avec tous les avantages de tout ce qui est domaine de la microélectronique. Donc, bonne sensibilité, détection en temps réel, utilisable en surface, adaptable au milieu liquide, embarquable bien sûr, avec un signal de sortie directement électrique, voire électronique, et donc directement configurable, adaptable avec des systèmes électroniques de mesure. Donc, comment ça marche? Très simple, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais vous avez, alors, le principe se base sur la piézoélectricité. Donc, vous avez ici un substrat piézoélectrique sur lequel on vient déposer des électrodes interdigités. Sur ces électrodes, donc des peignes, on vient appliquer un signal électrique sinusoïdal. Donc, par piezo, ce signal électrique sinusoïdal va générer une série de compressions et de dilatation mécanique. Et donc, une onde, on leur dit acoustique, mais en fait, elle est élastique, va se propager le long du chemin de propagation ici. Donc, c'est comme une vague que vous pouvez voir à la surface de la mer, notamment, ou d'une flaque d'eau lorsque vous voulez jeter une pierre. Et donc, vous avez en sortie du dispositif ici, donc, une autre électrode interdigitée qui va faire l'opération inverse, qui va transformer une déformation mécanique qu'elle va avoir en signal électrique. Et la particularité de ces dispositifs sont que l'onde mécanique qui est générée est très stable en termes d'amplitude et de temps de vol entre l'émission et la réception. Et la configuration capteur consiste à venir déposer en surface ici une couche sensible et sélective qui, lorsqu'elle va être en contact de la cible que l'on souhaite détecter, va perturber les paramètres de propagation de l'onde. Donc, vous avez, ici, le dispositif que nous utilisons qui est fabriqué par le laboratoire IMS de Bordeaux avec lequel nous travaillons. Et classiquement, voilà ici une réponse que l'on analyse en fréquence
avec ici, effectivement, comme on peut le voir, de 7 mesures de référence à 7 mesures après perturbation, une diminution d'amplitude et un shift en fréquence. Et également ici, un shift en phase qui témoigne d'une variation de temps de vol due aux perturbations de la surface du dispositif lorsque la cible vient à son contact. Alors, classiquement, historiquement, pourquoi on utilise ces dispositifs? C'est parce qu'en fait, ils ont la particularité d'avoir une très faible sensibilité, notamment à la turbidité, qui est une problématique des milieux amazoniens. Donc, notre communauté utilisait ces dispositifs uniquement en analysant ici le signal acoustique. Donc, ça marchait bien lorsqu'il y avait une cible dans une solution tampon maîtrisée. On arrivait à voir en fonction de la concentration, une diminution d'amplitude, une variation de phase et remonter ainsi à la présence de la cible. Sauf que lorsqu'on mettait ces dispositifs dans des milieux liquides réels, avec tous les interférences, ça devenait assez compliqué à interpréter. Donc, nous avons proposé dans le cadre de la thèse de Maxence Rubé une nouvelle approche pour utiliser ces dispositifs en milieu amazonien et acquérir un maximum d'informations, à savoir en analysant à la fois le signal acoustique ici en rouge, et comme je vous l'ai indiqué, on génère un signal électrique sur l'électrode interdigitée ici, et l'idée c'est de venir également perturber le signal électrique qui est généré et analyser ce qui revient. Alors c'est assez compliqué, mais avec des techniques de traitement du signal connues, Maxence a pu montrer qu'on pouvait effectivement récupérer pas mal d'informations à la fois mécaniques sur l'onde acoustique et électriques. D'ailleurs, cette approche qu'on a présentée en 2021 a fait l'objet de distinctions internationales dans 2 conférences en particulier. Donc, c'est sur ce nouveau paradigme qu'on a appelé protocole enrichi. Bon, c'est sur ce paradigme que maintenant on travaille et qu'on développe ces dispositifs, qu'on les exploite en milieu amazonien, en particulier en milieu turbide. Donc, les premières applications ont été proposées par Asawari, donc qui est en thèse, qui va commencer sa 3e année de thèse. Donc, Asawari a pu montrer que d'une part, en comparant les dispositifs, donc ici vous reconnaissez la réponse en amplitude du capteur, que entre la réponse du capteur dans l'air et avec différents liquides turbides allant jusqu'à 2000 FTU, qu'il y avait très peu d'impact de la turbidité du liquide sur la réponse du capteur. Contrairement à un capteur, un transducteur optique classique, en l'occurrence spectrophotomètre, où à 200 FTU, ici, il n'y a que 16% du signal émis qui arrive au détecteur de sortie. Donc ça, c'est une première plus-value qu'on a pu mettre en œuvre pour justifier l'utilisation des capteurs en acoustique en utilisant la méthode classique. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'avec la méthode alternative, non seulement on garde cette même faible perturbation due à la turbidité du liquide, mais en plus, en regardant ici la perturbation du signal électrique après traitement du signal, une variation assez intéressante de l'effet de la turbidité du liquide, plus précisément, je ne suis pas spécialiste, mais de l'effet de la conductivité électrique et de la permittivité électrique du liquide sur la réponse en réflexion, donc la réponse électrique du capteur. Et on a même pu montrer que par rapport à une sonde commerciale classique qui est utilisée sur le terrain, notre capteur ne sature pas, alors que la sonde arrivait à des niveaux de turbidité de 1000 FTU saturés. Donc, toujours sur cette logique-là, pour passer en configuration capteur, nous travaillons avec 2 partenaires, donc le Prism Caen et Monastir ici, toujours dans la logique d'avoir des dispositifs bas coût et sur sable. Donc, on travaille sur la mise au point de polymère. L'idée, c'est que ces couches sensibles soient réalisables dans n'importe quel laboratoire de chimie classique, sans nécessairement avoir des grands outils, des grands, lourds et chers outils de chimie analytique. Donc, premier type de couche sensible à base de substances polymériques extracellulaires extraites de microalgues. Et deuxième type de couche sensible, des matériaux à empreinte moléculaire, qui sont eux, donc, qui ont l'avantage d'être très spécifiques et très sensibles à une cible. Les EPS, eux, ne sont pas très spécifiques. Ils sont très sensibles, mais pas très spécifiques. Ils sont plutôt spécifiques à une gamme de polluants, mais pas à une cible particulière. Alors, sur ce point, Weshden, donc, qui vient de terminer son postdoc en fin 2022, a réalisé des premières études, donc en prélevant des eaux que l'on qualifie, des liquides que l'on qualifie de réels. Donc, tout d'abord avec des liquides, alors on ne voit pas très bien ici, mais elle a prélevé quelques échantillons dans le lac Bois-Chauda
et d'autres lacs de la ville de Kourou. Donc, elle est arrivée jusqu'à une trentaine de FTU, mais pour avoir des turbidité beaucoup plus élevées, elle a tout simplement dissous de la boue dans de l'eau pour avoir cette gamme de liquide réel à différents niveaux de turbidité jusqu'à 800, je crois, voilà, 800 FTU. Et par la suite, elle a inséré dans ces différents liquides différentes concentrations de métaux lourds. Elle a utilisé le mercure et le cadmium. Et en localisant le liquide sur la couche sensible, sur et les IDT et le chemin acoustique, elle a pu démontrer les résultats que je vais vous présenter. À savoir que tout d'abord, elle a validé les résultats Tassawari, donc sans métaux lourds, uniquement avec la turbidité, la réponse du capteur sur son chemin acoustique restait très peu significative. Ce qui fait qu'on ne pouvait espérer, avec une réponse, une interaction chimique entre les métaux lourds et la couche de polymère, avoir une réponse significative et mesurable. Donc, aussi bien sur l'amplitude que sur la phase de l'onde. Donc ça, c'est le signal en rouge, le signal mécanique. Mais en regardant ici le signal électrique, elle a également pu montrer qu'on a une réponse quand même significative, donc de la capacitance et de la résistance, donc c'est un peu technique, extraite de la réponse en réflexion du capteur. Bon, je pourrais essayer de détailler un peu plus par la suite. Et du coup, en regardant ces évolutions-là, on peut remonter à une réponse impédimétrique, en fait, d'un capteur impédimétrique, et avoir une idée des paramètres physiques et diélectriques du liquide. Donc, prochaine étape, ici, elle a donc inséré dans les liquides des échantillons de mercure à différentes concentrations. Donc là, en l'occurrence, pour une solution à 19 NTU, elle a effectivement pu montrer que à 10-3 ppm, une variation de 5 dB pour le mercure et une variation non significative pour le cadmium. Donc ça a été un premier résultat assez intéressant qui fait qu'on peut détecter directement, en l'occurrence du mercure, dans une eau turbide en regardant la réponse acoustique. Mais le point intéressant, c'est que lorsqu'elle a fait ces mêmes expérimentations avec des liquides plus turbides, pour une même concentration, par exemple, de mercure donné, on a ici une réponse qui a une certaine valeur et qui est beaucoup plus élevée pour une turbidité plus élevée. Et on observe également, à 5 NTU, que la réponse du capteur devient assez significative avec le cadmium, ce qui n'était pas le cas préalablement. Alors, comme je vous l'ai indiqué, le principe de détection, c'est la capture par la couche de polymère de la cible qui va perturber la propagation de l'onde parce qu'on n'a pas un effet de masse. Donc, Wojden a pu mettre en évidence le fait que cette différence est due à la présence d'agents chélateurs dans nos milieux liquides qui ont tendance à amalgamer les particules et donc à faire un complexe assez massique, assez lourd, et qui vient perturber fortement la réponse du capteur. Cela signifie que sans informations complémentaires, on pourrait se tromper quant à la concentration de mercure que l'on détecte ou de métal lourd que l'on détecte, si on n'a pas l'autre information, à savoir en temps réel, en direct, une information sur la turbidité. Et effectivement, en regardant donc ici la réponse impédimétrique du capteur, donc en capacitance et en résistance, elle a pu montrer, par exemple, ici que la réponse du capteur impédimétrique, donc je rappelle qu'on ne regarde que la réponse en réflexion, dépend à la fois de la concentration de mercure et de la turbidité, alors qu'ici, elle ne dépend que de la concentration de mercure. Donc, en compilant tous ces résultats, on peut de manière non ambiguë, univoque, déterminer la concentration de mercure ou de cadmium dans un milieu réel sans pré-traiter l'échantillon. Alors, du coup, je vais finir en vous parlant de l'aspect terrain, puisque là, pour l'instant, on n'a fait que travailler en laboratoire pour valider l'approche, pour valider le concept, qui consiste à dire qu'on souhaite faire de la détection directe dans le milieu. Donc là, on en travaille également. Donc là, on est plus sur une recherche, plus recherche-développement, sur la mise en place, la mise en œuvre de circuits électroniques d'interrogation et les transmissions sans fil. Donc, pour passer effectivement du capteur de laboratoire au capteur directement autonome sur le terrain. Donc là, ce sont les premiers résultats que je vous présente, qui ont été obtenus très récemment. Donc ici, vous avez par exemple
Le dispositif en laboratoire, l'instrument qu'on utilise est un analyseur des réseaux vectoriels. Celui-là a une valeur de 30 000 euros. Et pour l'emmener sur le terrain, nous avons conçu avec nos collègues de Bordeaux, c'est plutôt eux qui l'ont conçu avec notre concours, ce dispositif qu'on revoit ici avec des outils classiques, des microcontrôleurs qu'on peut trouver sur le marché, des cellules de test qui sont usinables dans de l'aluminium, etc. Et nous avons fait une validation en 2019 en transportant de notre sac à dos, donc le labo, et fait des tests directement sur site chez l'habitant, d'échantillons liquides que nous avons prélevés et pu valider ainsi ce dispositif, ce labo mobile. Et alors ici, nous travaillons avec la micropipette, mais nous avons également développé ici, comme vous pouvez le voir, un système bas coût pour pouvoir, de manière séquentielle, amener différents échantillons liquides sur la surface du capteur. Et tout ça, bien sûr, est utilisable, pilotable par un ordinateur. Donc, le coût de tout ce matériel-là, bien sûr, hors main-d'œuvre, donc en termes de consommables, on est en dessous de 200 euros. Donc, voilà. Et puis, dernièrement, on a pu mettre en place, grâce au réseau LoRa, la transmission sans fil des données de nos capteurs sur une distance de 700 mètres de manière univoque, avec l'aide du Centre spatial universitaire, qui est une entité de l'université, notamment financée par l'université et le CNES. Donc, voilà, ma présentation est terminée. Ici, les membres de l'équipe en Guyane qui travaillent sur cette thématique. Et puis, en termes de conclusion, on a encore beaucoup de travail à faire, notamment pour exploiter l'approche enrichie de manière à estimer un maximum de paramètres des liquides. Donc, on a plein d'idées. Assawari, qui termine sa thèse, nous amène à nous poser pas mal de questions. Et puis, bien sûr, nous allons mettre en place l'année prochaine des ateliers participatifs, donc en Guyane, vraisemblablement à Sinnamary, où nous invitons les non-instrumentistes à venir nous accompagner. Donc, nous communiquerons le moment venu, de manière à ce que vous puissiez expérimenter, tester les dispositifs que l'on conçoit, de manière à avoir un retour d'expérience sur ce que l'on fait. Donc voilà, donc j'ai terminé et je vous remercie pour votre attention. Merci Olivier pour tout ce travail. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je pense qu'il y en a quelques-unes quand même. Oui. Bonjour, Imen Galim du CNES. Je vous remercie de votre présentation. Je voulais savoir, donc par rapport à vos capteurs, est-ce que vous pensez qu'il est envisageable de les utiliser dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal pour qu'on, par exemple, bon, c'est une idée comme ça, mais juste de les développer sur tout le Maroni et qu'on puisse établir un système d'alerte, de détection pour voir les sites. Alors, la réponse est oui. Tout dépendra de la cible que l'on cherche, la cible chimique que l'on cherche. En l'occurrence, si c'est le mercure, c'est envisageable. Après, nous, on a un travail très amont en termes de recherche. On travaille beaucoup sur la tête de mesure. Et après, il y a toute l'aspect packaging, l'aspect système qu'il faut développer. Donc, on a commencé à assembler quelques briques là, mais ce n'est pas finalisé. Il y a encore pas mal de travail. On est dans des TRL qui sont plus proches de l'ingénierie, en fait. Mais notre objectif, c'est ça. C'est d'avoir des capteurs, à la limite, fabricables dans sa cuisine. J'exagère quand je dis ça. Pour effectivement générer des alertes. On considère qu'on n'a pas besoin d'outils hyper sensibles, donc hyper chers, mais si on a pas mal d'outils suffisamment sensibles, mais disséminables, voire disséminés, effectivement, on peut remonter à ce genre de dispositif. Et bien sûr, en les rendant autonomes et permettant de transmettre des données sans fil, on peut avoir un réseau de capteurs maillés permettant de générer des alertes avec des échelles de temps sur des échelles de temps assez courtes. D'accord. Et juste une dernière petite question. Ces capteurs-là, ils seront opérationnels quand? Alors, ils sont déjà opérationnels, en fait, en labo, avec du personnel qui maîtrise. Et maintenant, pour le rendre utilisable comme vous utilisez votre téléphone portable,
C'est là qu'il y a pas mal de travail. Et c'est justement la prochaine étape en 2024 où on va faire nos ateliers participatifs, c'est pour avoir effectivement un retour, on va dire, de non-instrumentistes sur nos dispositifs de manière à voir dans quelle mesure on peut aller un peu plus loin. Cela va nécessiter quand même un travail qui sera plus de l'ingénierie, parce que le concept même est validé. Maintenant, tout ce qui est, comme je disais, packaging, etc., il y aura du travail à faire pour rendre ces dispositifs utilisables et facilement, amusants à utiliser. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? OK. Sur le chat, non? OK. Donc, merci beaucoup Olivier pour cette présentation.